Bonjour Franck Riester. Bonjour Caroline Roux. Jour 1 à l'Assemblée nationale, donc 146 députés ont donc voté contre la motion de censure, très loin de la majorité de 289 voix, je le rappelle. Est-ce que c'est vraiment une journée de perdue ou est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une journée de débat ? Bon, ça fait partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais c'est vrai qu'au lieu de parler de santé, notamment parce qu'il y a aussi le projet de loi sanitaire pour prolonger un certain nombre de dispositifs pour faire face à l'épidémie Covid-19 et protéger nos compatriotes, eh bien, on a eu assisté encore à un discours pantalonnade de la France insoumise, une sorte de cirque, au lieu de travailler sérieusement au sujet Où de est-ce nos que vous avez vu du compatriotes. cirque ? Écoutez, il faut voir le brouhaha dans l'hémicycle, il faut voir le ton, les mots employés par la France insoumise quand la présidente du groupe dit que la première ministre est une anomalie démocratique. C'est pas de nature à apaiser le débat, à travailler sérieusement au service de nos compatriotes. Ça va durer 5 ans. Oui, mais je pense que, vous savez, ce type de comportement, d'attitude décrédibilise ceux qui les ont. Je crois que nos compatriotes, ils attendent autre chose de nous. Et ils ont fait un choix, ils ont voté pour le président de la République, pour être président de la République. Ils l'ont réélu, ils ont fait en sorte qu'il ait une majorité, certes relative, mais une majorité, mais aussi des oppositions plus nombreuses pour travailler dans le compromis. Et finalement, après cette journée, une nouvelle fois, c'est la fin définitive de cette escroquerie médiatique, cette intox qu'était Mélenchon Premier ministre. Et je crois que ça, c'est Pourquoi peut-être... vous dites ça ? Parce que Parce qu'ils vous se avez sont vu... comptés. Ils se sont comptés, c'est eux qui sont en minorité, et en minorité absolue. Et je crois que c'était salvateur de pouvoir définitivement clore cette... encore une fois, cette intox de Mélenchon Premier ministre. Et finalement, c'est l'arroseur arrosé, puisque qui ressort renforcé de cette séquence ? C'est la Première ministre qui s'est montrée solide, déterminée, et toujours dans cet état d'esprit d'ouverture pour bâtir des compromis avec nos oppositions, comme nous le faisons sur le projet de loi sanitaire. Mathilde Panot, à laquelle vous faisiez référence, qui a fait ce discours à l'Assemblée, il y a eu un moment de clarification. Ceux qui ne voteront pas sont-ils les partisans de votre politique, comme elle le dit, ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure? Elle pense naturellement au Rassemblement national. Non, mais pas du tout. Il s'agit de savoir, est-ce qu'on repart devant les électeurs alors qu'ils viennent de voter, ou est-ce qu'on travaille en tenant compte de leur vote? C'est ça. Mais avec qui? C'est ça la question. Olivier Faure dit que vous formez désormais une majorité d'opportunité avec le Rassemblement national et une majorité tacite avec les Républicains. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que c'est l'unité de façade des NUPES qui a volé aussi en éclats hier, puisque Olivier Faure, lui, a voté effectivement cette motion de censure, mais d'autres PS n'ont pas voté cette motion de censure, à commencer par Valérie Rabault, l'ancienne présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale et vice-présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et donc vous voyez bien que plutôt que de donner des leçons de majorité, Olivier Faure devrait s'occuper plutôt de l'unité de façade des NUPES. Mais vous voyez, nous, on veut travailler dans la ligne de ce que nous ont dit les Français. Ils ont dit, on veut Emmanuel Macron et on souhaite que vous travaillez avec vos oppositions pour bâtir des compromis. Alors, comment faire ? Alors, en étant ouvert, en étant à l'écoute, en étant dans un état d'esprit peut-être différent que parfois on a eu lors du quinquennat précédent, et bien plus en considération, en respect des oppositions, sans perdre l'ambition, bien sûr, du projet qui a été validé par nos compatriotes, mais en trouvant les voies et moyens pour qu'il puisse y avoir des compromis au service de nos compatriotes. On va rentrer dans le concret. Ouais. Le texte, notamment sur le pouvoir d'achat. Davantage écouter les oppositions. Elles font tout un tas de propositions sur ce texte-là. Comment pouvez-vous donner des signes d'ouverture ? Eh bien, d'abord, ce sont les députés de la majorité, en lien avec les députés de l'opposition, qui bâtissent ces compromis. Évidemment, en lien avec les ministres, mais c'est d'abord eux, rapporteurs pour avis, députés impliqués dans les commissions, qui, sujet après sujet, bâtissent les compromis. On voit sur l'allocation adulte handicapé, vous savez, qui était un sujet de débat lors du précédent quinquennat. Le président de la République, dans sa campagne, a dit qu'il fallait évoluer sur cette question. Et nous sommes les députés sont en train de travailler à mettre en place un dispositif qui permettra de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. De la même façon, sur les heures supplémentaires, pour trouver les voies et moyens. La défiscalisation des heures supplémentaires ? Pour pouvoir... Vous savez que nous sommes intervenus dans le quinquennat précédent pour défiscaliser dans un certain nombre de limites les heures supplémentaires que font nos compatriotes, parce que vous savez qu'on veut soutenir le travail, on veut que le travail paye davantage, et à partir du moment où il y a des oppositions qui sont aussi dans cette même logique-là, on travaille actuellement avec eux pour améliorer encore le système
qui est en place aujourd'hui. De la même façon, pour soutenir celles et ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Ouais. Ces fameux gros rouleurs qui travaillent, pour soutenir encore une fois le travail et pour permettre à ceux qui ont besoin de se déplacer de ne pas être trop pénalisés par le renchérissement du coût du carburant. En quoi ça, c'est une ouverture ? Là, on a posé un dispositif qui est un dispositif ambitieux. Regardons de quelle manière on peut l'adapter à ce que souhaitent aussi un certain nombre d'oppositions. Par exemple, les LR veulent faire de ce sujet un sujet absolument essentiel. On voit aujourd'hui que le coût de la mesure qu'ils proposent est complètement prohibitif, plusieurs dizaines de milliards d'euros, parce qu'il faut rester dans un cadre budgétaire raisonnable et responsable. Regardons avec eux et avec d'autres comment on peut peut-être améliorer le dispositif du gouvernement. Avec eux et avec d'autres, dites-vous, Franck Riester, beaucoup avec eux. Beaucoup avec les LR ou pas. Par exemple, quand vous voyez Gérald Darmanin qui a dit vouloir l'expulsion des étrangers ayant commis des actes graves sur le territoire, il a fait des ouvertures, Gérald Darmanin, en direction de la droite. On se dit, est-ce qu'il y aura la même ouverture en direction de la partie de la NUPES, notamment des socialistes qui n'ont pas voté la motion de censure, par exemple ? Franchement, Caroline Roux, notre stratégie, c'est pas du tout de faire des ouvertures aux uns et aux autres, c'est de mener une politique qui est la meilleure pour nos compatriotes en écoutant les oppositions, qu'ils soient de droite ou de gauche. On ne va pas dire c'est le sujet de droite ou de gauche. Non, parce qu'on est dans le dépassement. Et on est dans le dépassement, dans le rassemblement des forces politiques ou des individualités ou de toutes celles et ceux qui veulent travailler au service de l'intérêt général. Et on est dans le même esprit de dépassement sur le fond. Et donc, quand on dit, oui, peut-être que sur le dispositif d'heures supplémentaires, il faut travailler avec d'autres, on ne regarde pas s'ils sont de droite, de gauche, on regarde ceux... Un peu quand même, Franck Riester. Non, je suis... Quand même, vous êtes un homme politique. Je suis un homme politique et je peux vous assurer qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Regardez sur le projet de loi sanitaire. On a la rapporteure, le président de la commission des lois ont travaillé très bien avec les oppositions, qu'ils soient de droite ou de gauche. De droite ou de gauche, du Rassemblement national aussi ou pas ? Ou est-ce que c'est une limite que vous vous fixez ? La limite, on l'a dit très clairement, Caroline Roux, depuis le départ, on ne veut pas d'accord politique, de compromis politique avec le Front National ou avec la France Insoumise. Bon. Mais ce qui n'empêche pas, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, de prendre acte du choix des Français, de respecter leur vote et donc d'avoir des liens avec, évidemment, avec ces députés-là. Je voudrais avoir votre avis sur une proposition de Bruno Le Maire qui a évoqué une adaptation du prix de l'électricité aux revenus des ménages qui la consomment. Alors, c'est un sujet qui a été évoqué effectivement par Bruno Le Maire. Il l'a précisé, il ne s'agit pas de différencier facture pour ceux qui ont des moyens ou ceux qui n'ont pas. Le prix de l'électricité est le même pour tous. Après, de voir comment on peut accompagner mieux ceux qui en ont le plus besoin et qui ont le plus de difficultés financières à payer leur énergie, oui. Et c'est ça qu'il faut regarder. Accompagner mieux ceux qui ont le plus besoin, mais pas taxer ceux qui... Mais vous savez, regardez l'effort que fait le gouvernement pour faire face, pour permettre aux Français de faire face à cette inflation du prix de l'électricité et du prix du carburant. On a figé l'augmentation à 4% de l'électricité pour tout 2022. C'est un engagement du président de la République, il est tenu. De la même façon, on a plafonné en maintenant le prix du gaz à 0% d'augmentation tout 2022. On est dans une stratégie d'accompagnement des Français face à l'inflation, et notamment avec ce bouclier énergétique. Un mot sur ce qu'on appelle désormais les Uber Files. Une dizaine de milliers de documents ont fuité dans la presse exposant des méthodes de lobbying de l'entreprise américaine. L'opposition dénonce un scandale d'État quand on découvre un deal secret entre le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et l'entreprise Uber. Servir les intérêts du privé, d'une entreprise privée, plutôt que l'intérêt général. Est-ce que c'est pas ça le problème ? Non, le problème, c'est que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr qu'un ministre de l'économie, il est en contact avec les acteurs économiques d'un secteur. Et bien sûr, quand il y a des nouveaux entrants liés à la révolution numérique, il faut prendre acte de cette entrée dans le marché de ces acteurs-là et de veiller à ce qu'ils aient leur place et que cette place soit régulée, encadrée par la législation. En général, ça se fait en concertation avec les autres membres du gouvernement. Bien sûr, mais enfin, chacun dans ses responsabilités, en concertation. Mais bien sûr que tous les jours, moi j'étais ministre du Commerce extérieur, Vous faisiez la même chose. Bien sûr que je discute avec tous les acteurs économiques, j'essaye de trouver des solutions pour que l'écosystème et l'environnement soient le plus favorables au développement de l'économie, tout en permettant aux Français d'avoir le meilleur service. Il n'y a rien qui vous choque ? Mais pas du tout. Et ce qui me choque, c'est cette volonté toujours du Rassemblement national et des NUPES d'instrumentaliser un certain nombre d'éléments tout à fait banaux pour pouvoir essayer de les utiliser contre nous, pour salir, pour créer le soupçon, pour instiller le doute. Et ça, c'est très mauvais en démocratie.
Merci beaucoup, Franck Merci à vous. Riester.